Donc tout d'abord, c'est Marine Porteneuve qui va nous présenter le plan national migrateur amphihalin. Merci. Bonjour à tous, donc, je me présente rapidement, je suis Marine Porteneuve, j'ai été recrutée depuis début avril pour participer à l'élaboration du plan national migrateur amphihalin, donc en appui de Bénédicte Valadou, qui est dans la salle et qui répondra à vos questions, et Laurent Bolaton. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter l'état d'avancement du plan national migrateur amphihalin qui est en cours d'élaboration. Donc pour commencer, les termes de référence du PNMA. Alors les espèces considérées dans ce plan-là, ce sont les espèces amphihalines, donc les poissons et macrocrustacés de métropole et d'outre-mer français. On a 4 grands objectifs pour ce plan-là. Le premier, c'est venir donner une vision globale de l'état de conservation et des pratiques de gestion de l'ensemble de ces espèces. Deuxième point, c'est venir tirer le meilleur parti des dispositifs existants de conservation, donc plans nationaux d'action, plans de conservation qui existent, et de planification, par exemple les SDAGE, ainsi que des mesures de gestion telles que les plages POMI et les DSF. Donc l'idée, c'est pas du tout de se substituer à ce qu'il existe, mais c'est plutôt d'être complémentaire. Ce qui nous amène au troisième point, qui est proposer une coordination au niveau national sans se substituer aux instances de bassin et analyser les manques pour une gestion optimale. Et enfin, quatrième point et quatrième objectif de ce plan, c'est favoriser la synergie en activant le lien biodiversité, eau douce et milieu marin. Si on regarde maintenant un peu plus précisément le contenu du PNMA, on peut distinguer donc 3 grandes parties. La première, c'est l'état de connaissance sur les situations des migrateurs amphihalins. Deuxième, c'est le bilan de la mise en œuvre des dispositifs de gestion existants. Et enfin, un ensemble d'actions SMART opérationnelles à l'échelle nationale. Et ces actions, ça représente vraiment, on va dire, la plus-value du PNMA. Et les grandes parties que l'on retrouve, c'est généralement les grandes parties que l'on retrouve pour les autres plans nationaux d'action qui existent. Maintenant, si on s'arrête un peu plus précisément sur ce qu'on va voir inscrit dans le PNMA, on va avoir une introduction plutôt générale, jeunesse du PNMA, pourquoi du coup on a mis en place ce plan-là. Ensuite, durée et aire d'application, ça me permet de m'arrêter sur différents points clés. Durée, on va être sur un plan de 10 ans. Et l'aire d'application, donc on est à la fois sur la métropole et les Outre-mer, donc Guyane, Île de la Réunion, Mayotte, Guadeloupe et Martinique. Après, on va avoir toute une partie sur la situation et protection. Donc là, c'est Maud Charles qui a été recruté au sein de l'INRAE OFB pour rédiger une partie de ce plan-là, et notamment les parties scientifiques. Donc on va retrouver l'état des populations et tendances, le déficit de connaissances, statut légal de protection nationale, incluant la protection des habitats. Ensuite, on va avoir une partie sur tout ce qui est pression. Donc les pressions, bon, vous les connaissez, mais elles sont relistées ici, liées à la qualité des milieux et des habitats, liées à la continuité écologique, la pêche, aux opérations de repeuplement et à l'aquaculture, au braconnage, à la prédation et aux espèces exotiques envahissantes, aux maladies et aux changements globaux. Après, on va retrouver toute la partie axée plus sur les actions, sur la gouvernance, avec une description des partenaires et de leur rôle, les actions à mettre en place. Donc pour les actions, la forme sur laquelle on va les retrouver, donc c'est des fiches actions avec comme niveau d'information le titre de l'orientation, de l'action, le contexte, la description, les objectifs, les pilotes et partenaires potentiels pour ces actions-là. Ensuite, en ce qui concerne la gouvernance, donc il y a un comité de pilotage qui a été mis en place et qui va regrouper des acteurs assez différents, des acteurs de la pêche, de l'hydroélectricité, des associations, également les ministères. Donc les pilotes du plan, ce sont les ministères de la transition écologique et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ensuite, pour le comité scientifique, là, on va pas forcément recréer un comité à part entière, mais on va venir solliciter des experts au fil de l'eau, donc des scientifiques, des associations et autres. Et après, suivi, évaluation et rapportage, c'est ce qu'on peut retrouver généralement dans les autres plans nationaux d'action, avec un bilan annuel et après un bilan plus complet à mi-parcours et un autre bilan à la fin du plan où on fait intervenir des intervenants extérieurs pour évaluer ce plan-là. Après, en quoi le PNMA peut être une plus-value au regard des outils et des stratégies existantes. Donc si on regarde le plan de biodiversité de 2018, donc c'est le plan opérationnel de la SNB 2011-2020, et qu'on regarde
plus précisément l'action 42, eh bien, il vise à mettre en avant des plans multi-espèces et multi-espaces. Et avec le PNMA, eh bien, on rentre dans ce cadre-là. Maintenant, si on s'intéresse à la stratégie nationale pour la biodiversité, eh bien, en fait, le PNMA, il peut être une déclinaison opérationnelle de cette nouvelle SNB. Il permet également l'approche transversale nécessaire à une meilleure gestion, l'intermère, et le PNMA permet aussi un dialogue entre les différents ministères. Donc, ministère de la Transition écologique, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministère des Outre-mer. Maintenant, si on s'arrête un petit peu sur le calendrier et qu'on fait un rapide retour en arrière, donc concrètement, le travail sur l'élaboration, on va dire, du PNMA, bon, ça fait quand même un certain temps qu'il est dans les esprits de chacun, mais il a, on va dire, débuté en 2020 avec une série de séminaires, de concertation, que ce soit en Outre-mer, mais également en métropole, qui ont permis de faire ressortir des grandes orientations, dont on parlera par la suite, et après, avec un appel à participation, on a pu faire également ressortir des actions, dont je vous parlerai un petit peu plus précisément par la suite. 2 comités de pilotage ont été mis en place jusqu'ici, donc un premier en juin, qui a permis de faire une restitution des propositions d'action à inscrire dans le PNMA. Et plus récemment, le COPI numéro 2, donc, qui a eu lieu le 30 septembre, là on a discuté avec les différents acteurs plus précisément de ces actions-là, et on a vu évidemment que certaines actions, bloquaient un petit peu, qu'il y avait des freins. C'est pourquoi, du coup, le mois d'octobre a servi à faire des bilatérales avec chacune des structures qui les ont demandées, pour justement venir affiner la rédaction, lever les freins et trouver un consensus pour certaines actions. Donc là, la dernière bilatérale qui a mis un peu de temps à être calée aura lieu très prochainement. Ensuite, on a un COPIL, donc le dernier COPIL numéro 3 qui aura lieu le 13 décembre, où là, on a un objectif de valider le document de planification du PNMA, puisqu'en fait, une des deadlines que nous, on a, c'est de rendre ce document de planification à l'Europe pour la fin d'année, via la NASCO. Donc on doit rendre ce plan-là. C'est pour ça que du coup le document de planification avec les actions sera envoyé au comité de pilotage au minimum 1 semaine et demie avant. Voilà. Après, donc là on a parlé de l'année 2020-2021. Concrètement, qu'est-ce que l'on va faire sur l'année 2022 ? Eh bien du coup ce sera la déclinaison des actions de façon concrète, avec derrière une prévision financière, donc un budget prévisionnel, avec hypothèse de la mise à disposition de fonds de la part des partenaires. Et après, chiffrage des actions pour déposer un potentiel LIFE. Donc on arrive du coup à la stratégie financière. Pour financer les actions, on envisage de déposer un LIFE spécifique PNMA. Et à travers ce LIFE-là, on aurait au maximum 60% de financement via ce programme. Donc ce qui veut dire que derrière, alors toutes les actions ne sont pas forcément finançables par un LIFE, mais si on a ce type de programme, il faut quand même derrière aller chercher 40% de financement auprès de partenaires. Au sein de l'OFB, ce qui est important de noter aussi, c'est qu'il y a d'autres LIFE qui sont en cours d'élaboration. Donc, par exemple, le LIFE intégré stratégie nature, qui vise à intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles avec la restauration des milieux en fil rouge. Là, certaines actions de notre thème habitat et continuité, on pourrait les insérer dans ce LIFE-là. Et pareil, LIFE espèce mobile, qui lui vise à répondre aux actions de la DCSMM, dont l'OFB est pilote, où là, pareil, on pourrait venir insérer certaines actions. Maintenant, en ce qui concerne plus particulièrement les actions que l'on va retrouver dans ce plan national migrateur amphihalien, ils sont regroupés au sein de 6 thèmes différents. Et pour chacun des thèmes, on va avoir un référent thématique de l'OFB qui est spécialiste du sujet. Donc pour les 6 thèmes, on a le lien terre-mer avec comme représentant Vincent Toison. On a le thème également habitat et continuité écologique, le thème suivi, évaluation et perspective, et le thème pisciculture et repeuplement, pêche, et enfin communication, sensibilisation et formation. Alors là, je vais passer quelques diapos sur les actions. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de chacune d'elles, mais c'est pour vous donner un petit peu une vision un peu globale du type d'action qu'on peut retrouver dans ce plan-là. Donc si on part sur le thème lien terre-mer, avec la première orientation, améliorer la connaissance sur les amphihalins dans le milieu marin, et bien là, c'est surtout une action, on va dire, connaissance qu'on va retrouver, avec une action qui vise à améliorer la connaissance sur les amphihalins, notamment en milieu marin et dans les eaux de transition, en métropole et dans les Outre-mer.
Autre orientation que l'on peut retrouver dans ce thème-là, c'est mieux utiliser les possibilités offertes par la réglementation et renforcer toute coopération sur le continuum terre-mer. Donc là, c'est une action phare que l'on peut citer, c'est par exemple faire un état des lieux, des limites transversales de la mer et des limites de salure des eaux pour la mise en place d'un plan d'action cohérent, notamment pour la gestion de la pêche. Troisième orientation que l'on va retrouver, c'est renforcer la cohérence de la gouvernance et les politiques qui concernent l'interface terre-mer. Là, je peux citer une action aussi, c'est participer notamment à la coordination de la concertation entre les instances en terre et en mer. Et après, on va également avoir une action un peu plus internationale qui pourrait permettre de faciliter les échanges du coup internationaux. Si on regarde maintenant le thème habitat et continuité, bon, c'est un thème qui fait discuter, où il n'y a pas forcément toujours des accords, mais à la suite des bilatérales qu'on a réalisées en octobre, bon, on arrive quand même à trouver un consensus et à avancer sur certaines actions qui paraissent quand même primordiales pour ce thème-là. Si on regarde la première orientation, donc c'est sur les territoires en enjeux forts et particulièrement résilients face au changement climatique, garantir un fort niveau de protection et restaurer la fonctionnalité des milieux et la continuité écologique en cohérence avec les politiques de transition énergétique et écologique. Une action qu'on peut retrouver dans cette orientation-là, c'est par exemple faciliter la mise en œuvre de moyens adaptés, donc financiers, techniques et administratifs, permettant de limiter les impacts des ouvrages clés identifiés sur tout le territoire national. Autre orientation phare pour ce thème-là, c'est améliorer la connaissance sur les habitats et restaurer leur fonctionnalité sur les territoires en enjeux forts. Donc, par exemple, on va retrouver une action qui est caractériser les impacts de la prédation sur les populations de grands migrateurs. Et enfin, dernière orientation, garantir la fonctionnalité des passes à poissons existantes, donc stratégie, moyens, sensibilisation. Et là, après les bilatérales, on s'est accordé du coup sur une action qui viserait à élaborer une stratégie d'aide à la surveillance et au maintien de la fonctionnalité des dispositifs de franchissement piscicole et veiller à son déploiement sur les territoires. Autre thème assez important aussi pour ce PNMA, c'est le suivi, l'évaluation et les perspectives pour ce plan-là. Donc là, on va avoir une orientation qu'on peut dire plutôt générale, qui est mettre en place une animation nationale chargée du suivi de la mise en œuvre du PNMA. Donc là, c'est par exemple outiller le PNMA d'un tableau de bord, disposer d'une stratégie financière à moyen et à long terme. Et là, j'insiste, pour les actions du PNMA, à l'exclusion des actions locales prévues dans les plages EPOMI. On est toujours dans l'idée de ne pas se substituer à l'existant. Deuxième orientation, c'est valoriser les outils existants, donc définir de nouveaux outils et partager avec les territoires. Donc, par exemple, une action que j'ai mis en exemple, c'est centraliser les données de suivi des populations au niveau national. Alors après, on pourra rentrer un peu plus dans le détail dans la partie questions, mais voilà quelques exemples pour ce thème-là. Alors, pisciculture et repeuplement, c'est plus rapide. On n'a qu'une orientation qui est définir un cadre de décision pour les programmes de repeuplement, et on va retrouver deux actions dans ce thème-là. Le premier qui va viser à rédiger un guide national du repeuplement, donc c'est plutôt un document de référence, et ensuite on va être plutôt sur le partage des connaissances et les retours d'expérience pour ce thème-là. Donc on n'a pas d'action supplémentaire. Là, les deux que vous avez, c'est les deux du thème. Pour la pêche, là pareil, je n'ai pas renoté toutes les actions qui vont être mises, mais je vais donner quelques exemples. Là, c'est plutôt, pour l'orientation 1, l'idée de renforcer la connaissance sur les pêcheries, les captures en mer et en eau continentale. Donc, par exemple, je peux citer des exemples d'actions, c'est rendre les données de capture des pêcheurs professionnels en eau continentale et en mer utilisables, fiables et partagées. Et là, en discutant avec les pêcheurs, bon, ils sont a priori, on va en discuter, mais plutôt favorables à ce type d'action-là, donc ce qui est plutôt positif. Notre action qu'on peut citer, c'est par exemple mettre en place un outil de suivi national des captures pour les pêcheurs de loisirs, cette fois, en mer et en eau continentale, en intégrant les captures accessoires. Ensuite, on est sur une autre orientation qui est dans l'idée de mettre en place un cadre pour une exploitation durable et responsable des migrateurs amphihalins, donc avec l'idée de coordonner la mise en place d'objectifs de conservation partagés pour toutes les espèces en métropole et dans les outre-mer. Et enfin, là, c'est plus une idée de mobiliser les connaissances des pêcheurs avec une action qui serait valoriser les savoirs et savoir-faire des pêcheurs dans le cadre d'une exploitation responsable des migrateurs
amphi-Alain. Et enfin, donc, on arrive au dernier thème, mais très important aussi, qui est sur la communication, la sensibilisation et la formation. Donc là, on va retrouver 4 grandes orientations. La première qui vise plutôt à construire un lexique partagé, un ensemble d'argumentaires sur les migrateurs amphi-Alain. La deuxième orientation qui est plus sur renforcer la partie dédiée aux migrateurs amphi-Alain dans le centre de ressources cours d'eau. Troisième partie qui est plutôt sur définir des actions cibles, cohérentes entre elles et adaptées à chaque public, les élus et les professionnels. Donc là, on est sur un côté plutôt sensibilisation. Et enfin, dernière orientation, là, c'est mettre en place des formations dédiées aux migrateurs amphi-Alain. Donc c'est par exemple intégrer les enjeux identifiés dans le PNMA dans les différentes formations liées à la biodiversité et les autres formations professionnelles pouvant interagir avec les migrateurs amphi-Alain. Donc voilà pour un petit peu, on va dire, l'état d'avancement du plan, sachant que les actions qui vous ont été présentées, voilà, il y a encore une bilatérale en cours, donc elles sont encore susceptibles de modifier. Je donne un petit panel de ce à quoi va ressembler ce plan national migrateur amphi-Alain. Et j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.